Le président de la République, président de l'Union africaine, appelle du haut de la tribune de la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé à un élan de solidarité mondiale autour de la santé pour tous. Le président Mohamed Al-Ghazouani s'entretient avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce et remet le bouclier d'honneur de l'OMS à la biochimiste hongroise, lauréate du prix Nobel de médecine 2023. Le Premier ministre exhorte au cours de la réunion du comité ministériel chargé de la préparation et du suivi de la saison hivernale à prendre toutes les dispositions pour préserver la vie et les biens des citoyens. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal que nous commençons par Genève qui a abrité ce jour la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Al-Ghazouani, y a participé aux côtés de nombre de ses pairs. Il a saisi la tribune de cette assemblée pour mettre l'accent sur l'universalité et l'efficacité de la couverture sanitaire comme unique moyen de permettre partout dans le monde la pleine jouissance de toutes et de tous du droit légitime de la santé et au bien-être, conformément à l'ODD 3, les objectifs de développement durable. Je vous invite sans plus tarder à suivre le discours du président de la République. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires et parties prenantes de l'OMS, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Son Excellence Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, pour avoir bien voulu m'inviter à prendre la parole à cet accueil de haut niveau à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé, tenue sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde ». Je voudrais aussi le féliciter pour les admirables efforts que l'OMS ne cesse de déployer dans des contextes souvent difficiles et avec des financements insuffisants, flexibles et très en deçà des niveaux requis, afin de contribuer efficacement à l'avènement d'une couverture sanitaire universelle. Seule l'universalité et l'efficacité de la couverture sanitaire pourraient permettre, partout dans le monde, la pleine jouissance de toutes et de tous du droit légitime à la santé et au bien-être, conformément à l'ODD 3 des objectifs de développement durable. L'efficace coordination par l'OMS des efforts déployés à l'échelle mondiale pour progresser vers cet ODD 3, ainsi que les efforts consentis par les États membres afin de restructurer leur système sanitaire, de le réformer, leur cadre législatif et réglementaire, notamment leur régime d'assurance maladie pour réduire les dépenses de santé à la charge des patients, ont permis d'accomplir certains résultats indéniablement positifs à l'échelle planétaire et particulièrement en Afrique. Ainsi, l'espérance de vie des femmes africaines est passée de 54 ans à 67 ans. Le taux de mortalité maternelle et le nombre d'enfants décédant avant l'âge de 5 ans ont diminué significativement. Plusieurs maladies sont en passe d'être éradiquées et éliminées, comme la poliomyélite, la maladie du ver de Guinée, ainsi que le tétanos maternel et néonatal. Mais malgré ces résultats, certes encourageants, nous sommes encore très loin de la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 en matière de la santé et de bien-être. Il suffit pour s'en convaincre de voir que la moitié des citoyens africains, ou pratiquement la moitié, 48%, soit quelques 672 millions de personnes,
n'ont pas toujours accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Les principaux déterminants de cette inacceptable situation sont liés à la faiblesse des infrastructures sanitaires, à la pénurie de personnel de santé qualifié et à l'accès insuffisant aux vaccins, aux médicaments et produits médicaux de qualité et plus globalement à l'inadéquation de nos systèmes de santé. Dramatiquement mis à l'épreuve par la pandémie de la COVID-19, ces systèmes ont révélé toute la faiblesse de leur résilience, ainsi que notre incapacité collective à mettre en place une riposte mondiale coordonnée et efficace face à des pandémies. Cette insuffisance de coordination, de solidarité, de mutualisation des moyens et de mise en synergie des efforts face à la COVID-19 est ce qui fonde aujourd'hui toute la pertinence des efforts visant à mettre en place un pacte juridiquement contraignant afin de protéger l'ensemble des citoyens et des citoyennes du monde face aux pandémies en renforçant la prévention, la préparation et la coordination des ripostes. Lors de la crise du Covid-19, l'un des défis majeurs était celui des vaccins et de l'équité dans leur mise à disposition des patients. Aussi, il est de plus en plus de haute urgence d'aider les pays en voie de développement à renforcer leurs capacités en matière de production de vaccins et de médicaments. Dans ce cadre, je tiens à insister sur l'importance du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale co-présidé par l'Union africaine et le gouvernement français est prévu le 20 juin prochain à Paris. Ce forum verra le lancement de l'opportunité d'investissement de Gavi pour la période 2026-2030. Il sera également l'occasion du lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, qui est un mécanisme financier innovant conçu par Gavi en étroite collaboration avec les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, visant à aider les fabricants de vaccins en Afrique à diversifier et à accroître leur production. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, par le jeu des inégalités sociales en matière d'accès aux services de santé, des millions de familles à travers le monde, et particulièrement en Afrique, n'accèdent pas ou accèdent avec beaucoup trop de difficultés aux soins dont ils ont besoin. Il va donc nous falloir, collectivement, travailler à réduire significativement ces inégalités en accélérant les progrès vers la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire par le renforcement des systèmes de santé et l'investissement dans les infrastructures, les médicaments et les technologies sanitaires. Pour cela, nous avons besoin d'un élan de solidarité mondiale qui nous unit, tous, autour de la santé pour tous. Nous devons, dans ce cadre, soutenir activement l'Organisation mondiale de la santé et consentir aux efforts nécessaires à la réussite de son nouveau cycle d'investissement, qui vise à obtenir un financement durable, souple, prévisible et diversifié de son 14e programme général de travail pour la période 2025-2028. En effet, afin de contribuer positivement et significativement à la réalisation des priorités de l'OMS et de ses États membres, dans le cadre de l'EDD 3, la mise en œuvre du 14e programme général de travail pour la période 2025-2028 nécessitera, au vu des contributions fixées et des autres ressources assurées, un financement volontaire, souple et prévisible de 7,1 milliards de dollars sur 4 ans. Je tiens ici à souligner que, conformément au mémorandum d'accord historique signé entre l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé le 18 novembre 2019, et qui scellent leur engagement conjoint à élargir et à approfondir leur entente et leur coopération en faveur de la santé en Afrique et dans le monde, nous n'épargnerons aucun effort pour la réussite du cycle d'investissement du 14e programme général de travail de l'OMS. En outre, nous sommes résolument engagés à poursuivre et à approfondir cette collaboration fructueuse entre l'Union africaine et l'OMS afin que toutes et tous, en Afrique et ailleurs, aient accès à des soins de santé abordables et de qualité. Aussi, tout en lançant un appel aux pays membres et aux partenaires de l'OMS afin qu'ils consentissent aux efforts requis
pour la réalisation de l'EDD 3. Je souhaite plein succès et réussite aux travaux de cette 77e session de l'Assemblée mondiale pour la santé. Je vous remercie. Et lors du jour de cette assemblée de la santé porte sur la discussion de l'accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Parmi les étapes clés et les principaux résultats attendus lors de l'assemblée de la santé figure l'approbation de la stratégie 2025 et de 2028 de l'OMS pour faire face aux conséquences sanitaires de phénomènes majeurs tels que le changement climatique, le vieillissement des populations, des migrations et les progrès de la science et de la technologie. Des décisions cruciales sont attendues sur une série de priorités sanitaires telles que le climat et la santé, l'action de l'OMS dans les situations d'urgence sanitaire, l'accès aux outils de transformation, les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé mentale et la santé de la femme. En marge de cette session, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a eu des entretiens avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. L'entrevue a porté sur les relations entre l'OMC et la Mauritanie ainsi qu'entre l'organisation et l'Union africaine et sur les moyens de développer ces relations et de les faire évoluer vers la réalisation des objectifs souhaités au bénéfice des parties concernées. Et c'est également en marge de cette assemblée de la santé à Genève que le président de la République, président de l'Union africaine, a remis le bouclier d'honneur à l'OMS, à Katalin Karico, biochimiste hongroise spécialisée dans la technologie de l'ARN messager et lauréate du prix Nobel de médecine 2023. Partagé avec le scientifique américain Drew Weissman, ses recherches et celles de ses collègues sur l'ARN messager ont joué un rôle crucial en permettant son utilisation dans la création d'un nouveau type de vaccin, une approche qui s'est concrétisée avec la recherche contre la pandémie Covid-19 en particulier et la création du vaccin Comirnaty. Ici à Nouakchott, l'actualité est d'abord marquée ce lundi par la nomination de 3 conseillers à l'Observatoire national pour la surveillance des élections. L'arrêté de leur nomination a été rendu public aujourd'hui par le Premier ministère. Il s'agit de Ekebru Ahmedou Mohamed, conseiller chargé des affaires juridiques, Mohamed Fall Omer Bey, conseiller chargé de la communication, et Sid Ahmed Taïb Ibrahim, conseiller chargé de la formation. Nous restons à la primature qui a abrité ce lundi, sous la présidence du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, la réunion du comité ministériel chargé de la préparation et du suivi de la saison hivernale 2024. La réunion a suivi des exposés techniques sur les prévisions météorologiques de cette année, ainsi que sur les mécanismes d'activation du plan national d'intervention et de riposte aux dangers et inondations. Au terme des débats, le Premier ministre a insisté sur l'importance que le président de la République accorde à la mise en œuvre des outils nécessaires pour l'observation des développements qui pourraient intervenir durant la saison des pluies, du fait de l'élévation du niveau des eaux dans certaines zones. À la fin, le Premier ministre a donné des instructions aux départements concernés pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour une intervention rapide afin de préserver la vie et les biens des citoyens, de même que les infrastructures économiques et sociales. Le président de l'Assemblée nationale est à Alger, à la tête d'une importante délégation parlementaire. Mohamed Ben Mohamed prend part à la 36e conférence de l'Union parlementaire arabe, UPA. Il a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a indiqué que la guerre génocidaire que subissent actuellement nos frères palestiniens dans les territoires occupés, en particulier dans la bande de Gaza, a dépassé toutes les limites. Bokar Belaba nous en dit plus. La deuxième journée des travaux de la 36e conférence de l'Union parlementaire arabe a été marquée par un agenda dense et diversifié. Lors de la séance d'aujourd'hui,
Les participants ont pris connaissance des rapports et recommandations de 3 commissions permanentes. La Commission des affaires politiques et des relations parlementaires, la Commission des affaires sociales, de la femme, de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que la Commission de la Palestine. Ils ont également constitué une commission chargée des affaires financières. Cette journée a également été marquée par les interventions des chefs de délégation parlementaires présentes, axées principalement sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et sur les moyens de soutenir la cause palestinienne dans divers forums. La guerre génocidaire que subissent actuellement nos frères palestiniens dans les territoires occupés, en particulier dans la bande de Gaza, dépasse toutes les limites. Les massacres, la famine et le déplacement forcé constituent une véritable honte pour l'humanité et la communauté internationale. L'incursion récente des forces israéliennes dans le poste frontière de Rafah, la prise de contrôle du côté palestinien de la frontière avec l'Égypte et la poursuite de l'invasion des quartiers de la ville ainsi que d'autres villes de Gaza, de la Cisjordanie et de l'Quds représentent un défi majeur à l'opinion publique internationale et une violation flagrante des accords internationaux. Cette escalade dangereuse menace la vie des Palestiniens, notamment ceux entassés à Rafah, et risque d'élargir le conflit, menaçant la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La participation mauritanienne a été marquée par des contributions constructives dans les différentes commissions, mettant en lumière de nouvelles perspectives et des solutions potentielles face aux défis actuels. À travers cette participation active, l'Assemblée nationale mauritanienne démontre son rôle crucial dans la diplomatie parlementaire, soutenant ainsi les efforts du gouvernement mauritanien pour défendre l'éco-geste et renforcer la coopération parlementaire au sein du monde arabe. À Nouakchott pour parler de la séance de travail que le ministre des Pétroles et de l'économie maritime a eue aujourd'hui avec une délégation chinoise conduite par le vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. L'occasion pour Mokhtar Hussein de souligner l'excellence des relations entre les deux pays dans le domaine de la pêche qui remonte à plus de 3 décennies. Memounalo. Cette rencontre entre le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mokhtar Al-Hussein et le vice-ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine, Ma Yuxiang, a pour objectif d'échanger sur différents points qui lient les deux pays. Dans son allocution, la Mokhtar Al-Hussein a mis l'accent sur les relations qu'entretiennent la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine. Les relations dans le domaine de la pêche existent depuis plus de 33 ans après la signature en 1991 du premier accord de pêche entre nos deux pays. Depuis lors, ces relations n'ont cessé de se développer dans l'intérêt mutuel de nos deux parties. La coopération dans le domaine de la pêche a débuté par le renouvellement de la flotte nationale dont pratiquement la quasi-totalité est d'origine chinoise, mais l'état de cette flotte est actuellement un peu vétuste. La société chinoise Hongdong International a réalisé un investissement de 100 millions de dollars pour l'exploitation et la valorisation des produits de pêche, ainsi que la société Sunrise, en plus d'autres investisseurs chinois opérant dans les domaines variés, dont la farine de poisson et l'exportation des produits de pêche en Chine. Quant au vice-ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, il a indiqué que la mission entre la Chine et la Mauritanie est très profonde et ancienne. La confiance mutuelle politique est solide et que les deux pays ont mené une coopération fructueuse dans plusieurs domaines. Il a ajouté que lors de la première édition du sommet sino-arabe, les présidents, à l'occurrence son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son Excellence Xi Jinping, ont eu des rencontres qui ont renforcé les relations diplomatiques bilatérales.
Il a également souligné que la partie chinoise souhaite travailler avec la partie mauritanienne ensemble pour concrétiser les consensus communs parvenus par les deux chefs d'État et approfondir avec son homologue, le ministre des Pêches, sur la coopération pragmatique en matière de la pêche pour promouvoir la relation amicale entre la Chine et la Mauritanie vers un niveau plus élevé, ce qui pourrait être bénéfique pour les deux peuples. La présence d'une forte délégation chinoise est notée lors de la réunion, aussi quelques cadres et responsables du secteur de la pêche du côté mauritanien. Plus d'une cinquantaine d'étudiants ont achevé leur formation dans l'hôtellerie, sanctionnée ce jour par la remise de diplômes lors d'une cérémonie supervisée par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Une formation entreprise en collaboration avec la Tunisie dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre les deux pays. Malika Nikli. Cette cérémonie consacre la sortie de la première promotion d'une cinquantaine d'étudiants dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, après avoir suivi une formation théorique et pratique à l'école de l'hôtellerie et du tourisme. La remise des diplômes a été effectuée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, des cadres pédagogiques et administratifs de l'école et l'ambassadeur de Tunisie accrédité auprès de notre pays. Le secrétaire général du ministère du Commerce rappelle la spécificité de l'école de l'hôtellerie et du tourisme. Votre école est la première du genre dans le pays. Une réalisation majeure qui reflète l'engagement de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en faveur du développement de ce secteur vital. Cette formation permettra aux jeunes bénéficiaires de mieux assurer la promotion des valeurs culturelles de notre pays, terre d'hospitalité légendaire, qui offre à ses visiteurs les plus beaux espaces, sites touristiques et spécificités culinaires. Quant au directeur général de l'école d'hôtellerie et de tourisme, M. Mohamed Ould El Abidine, il souligne que cet événement est le fruit d'engagements sincères et d'efforts continus. L'école, souligne-t-il, constitue un apport qualitatif au développement du secteur touristique. C'est l'une des concrétisations des instructions du président de la République, a-t-il ajouté. Quant à l'ambassadeur de Tunisie accrédité dans notre pays, il a tout d'abord mis en exergue les relations séculaires unissant les deux pays, l'importance du mémorandum qui porte sur l'échange d'expériences et d'expertise dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. L'ambassadeur de Tunisie a salué le niveau d'engagement porté par le gouvernement au secteur du tourisme prometteur au vu des richesses naturelles et sites archéologiques dont le pays regorge. En marge de la cérémonie, l'assistance a suivi un film sur la création de l'école de l'hôtellerie et du tourisme et sur la formation prodiguée aux étudiants en collaboration avec des partenaires de premier plan dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Cette promotion contribuera à l'économie nationale en servant ce secteur clé par la mise en valeur des potentialités naturelles et le riche patrimoine culturel mauritanien. C'est parti, le processus de renouvellement du Parlement des enfants mauritaniens a été lancé aujourd'hui par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. L'instance vise à créer un cadre permettant à la fois à cette frange de garantir ses droits et de faire sienne la culture du dialogue. Mohamed Khattat. C'est sous le slogan « Par la voix des enfants, construisons un environnement inclusif » qu'a démarré la cérémonie de lancement de cette session de formation et d'élection du Parlement des enfants pour l'année 2024, organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF et World Vision. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Saviem Tentaha, de souligner qu'il s'agit de renouveler le Parlement des enfants, qui est un instrument garantissant la participation des enfants à la prise de décision les concernant en Mauritanie, conformément à l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Les textes juridiques qui régissent le Parlement des enfants, dit-elle, consacrent la représentation de chaque muqata'a du pays par 2 enfants, garçons et filles, dont les âges varient entre 11 et 16 ans. Lui succédant, la représentante de l'UNICEF, Mme Magali Romiden, a déclaré « Permettez-moi de saluer et de remercier le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille pour son engagement indéfectible envers les enfants de la Mauritanie. Madame la ministre, votre présence aujourd'hui témoigne votre dévouement pour cette cause. Sous votre leadership, le MASEF a joué un rôle central dans la promotion des droits de l'enfant, dans l'organisation de ce Parlement des enfants, qui compte autant
des filles que de garçons, émanant de toutes les Mugaata de votre pays. Votre soutien continu est essentiel pour garantir que chaque enfant en Mauritanie ait une chance égale de participer à la vie et aux politiques de ce pays. Chers enfants, votre participation aujourd'hui est plus qu'un symbole. Elle représente un pas vers la société plus inclusive et équitable. La présidente sortante du Parlement des enfants a quant à elle indiqué qu'elle passe les témoins au nouveau bureau, rappelant que parmi les objectifs de ce Parlement figure celui de permettre aux enfants d'exprimer leur point de vue sur les sujets se rapportant à leurs droits et leur inculquer la culture du dialogue, espérant qu'il va rehausser les programmes dédiés aux enfants en plaidant pour eux et en insistant auprès des différents départements concernés pour approcher les services publics des enfants. La cérémonie a été également marquée par une allocution prononcée au nom des enfants handicapés par le Betoul Mohamed, membre du bureau sortant, qui a évoqué les défis auxquels font face les enfants dans leur parcours scolaire. Et nous refermons cette édition par cette activité de la région de Nouakchott, marquée par le lancement du programme dit Petite subvention aux jeunes pour l'action en faveur du climat, financé par le Fonds des jeunes pour le climat de la Fondation Velintraz, en collaboration avec Cité et gouvernements locaux unis, CGLU et le Bloomberg Innovation Center, Janice Hawkins Université également. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique de la région de Nouakchott qui vise à soutenir les jeunes talents prometteurs dans divers domaines tels que les activités liées au climat à Nouakchott, conformément aux objectifs du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et au climat PADC. Pour Nouakchott, la présidente de la région Fatimetou Abdelmalek a indiqué que l'intérêt porté au groupe de jeunes est la force motrice pour accélérer la route du développement, car ils sont le pilier sur lequel le président de la République, Mohamed Ghazouani, s'appuie pour gagner la bataille du développement et de la promotion du pays et le conduire à se hisser au rang de pays développé. Voilà pour le journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président de l'Union africaine, appelle du haut de la tribune de la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé à un élan de solidarité mondiale autour de la santé pour tous. Le président Mohamed Ghazouani s'entretient avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce et remet le bouclier d'honneur de l'OMS à la biochimiste hongroise, lauréate du prix Nobel de la médecine 2023. Le Premier ministre exhorte au cours de la réunion du comité ministériel chargé de la préparation des suivis de la saison hivernale à prendre toutes les dispositions pour préserver la vie et les biens des citoyens. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.